Kagame, le M23 et les agences occidentales. Comment le Canada a blanchi un régime criminel? Alors que le monde détourne les yeux, des agences de communication canadiennes payées à prix d'or réécrivent l'histoire pour faire passer Paul Kagame pour un dirigeant modèle. Derrière les paillettes de Kigali, la réalité est sordide. Un régime autoritaire accusé de crimes de guerre en RDC, de répression politique féroce et d'un culte de la personnalité soigneusement entretenu par des firmes occidentales. Cette enquête exclusive révèle les mécanismes invisibles d'un blanchiment d'images orchestré à l'étranger avec la complicité de gouvernements et d'intérêts financiers qui ferment les yeux sur l'impensable. Dans les bureaux feutrés d'Ottawa et les salons dorés de Kigali, une alliance toxique s'est formée. Elle ne prend pas la forme d'un traité signé ou d'une mission diplomatique officielle. Non. Elle est bien plus insidieuse. Il s'agit d'un pacte silencieux, fondé sur des contrats de communication, des campagnes de relations publiques et une volonté partagée d'étouffer la vérité. D'un côté, un dictateur au pouvoir depuis bientôt 30 ans, Paul Kagame, dont le régime est accusé de graves violations des droits humains au Rwanda et d'agressions militaires répétées en République démocratique du Congo. De l'autre, des firmes occidentales spécialisées dans le rebranding des régimes controversés, prêtes à vendre leurs plumes et leur image aux plus offrants. L'une d'elles, Crestview Strategy, a récemment été démasquée. Fondée à Toronto, Crestview Strategy est l'une des firmes les plus en vue du Canada dans le domaine des affaires publiques et du lobbying. Pendant environ 1 an, cette entreprise a mené une offensive communicationnelle pour redorer le blason du Rwanda. Sous couvert de promotion touristique et d'investissement, elle a organisé des campagnes séduisantes, des événements prestigieux et des narratifs bien ficelés vantant les prétendus miracles économiques du Rwanda de Kagame. Mais tout cela s'est effondré dans un silence glacial lorsqu'Ottawa a suspendu les exportations d'armes vers le Rwanda et mis fin à ses affaires gouvernementales avec le pays, en raison des accusations croissantes impliquant Kigali dans des crimes de guerre dans l'est du Congo. En effet, alors que les miliciens du M23, soutenus par les forces de défense rwandaises, RDF, semaient la terreur dans les territoires congolais de Rutshuru et Masisi. Viols massifs, exécutions sommaires, pillages systématiques, Crestview Strategy poursuivait tranquillement sa mission de maquillage médiatique. Aucun mot sur les atrocités, aucun mot sur l'arrestation arbitraire de journalistes, ni sur la persécution de l'opposition politique rwandaise. À la place, des images léchées d'un Kigali propre et futuriste, des slogans vantant la stabilité, des articles commandités dans la presse anglophone pour promouvoir l'idée d'un Rwanda modèle de développement. C'est ce mécanisme que le journaliste Carly Penrose de l'Investigative Journalism Foundation a décidé de dénoncer. Dans son enquête méticuleuse, il révèle comment Crestview Strategy, sans jamais assumer publiquement son rôle de prestataire du régime rwandais, a discrètement effacé toute mention de ses opérations à Kigali dès que les scandales ont commencé à éclater. Pas un communiqué officiel, pas d'excuses, juste une opération de nettoyage numérique visant à faire disparaître les traces d'une complicité dérangeante. Mais ce cas n'est pas isolé. Il s'inscrit dans une tendance plus vaste où des régimes autoritaires, souvent issus d'ex-colonies africaines, achètent leur respectabilité auprès des élites occidentales grâce aux services d'agences de relations publiques bien introduites. Le schéma est connu. Pendant que les opposants croupissent en prison ou disparaissent, pendant que les enfants meurent dans les camps de déplacés à cause de la guerre provoquée par ces régimes, on organise des conférences internationales,
des forums d'investissement, des festivals de sport ou de culture pour faire oublier l'essentiel. C'est dans ce contexte que s'est tenue, par exemple, l'édition 2024 du festival Giants of Africa à Kigali, avec des figures médiatiques et des influenceurs internationaux invités à célébrer la jeunesse africaine. Aucun mot sur la détention arbitraire de Victoire Ingabire, figure emblématique de l'opposition, jetée en prison pour avoir osé rêver d'un Rwanda libre. Aucun mot sur les journalistes torturés ou exilés. Tout est fait pour occulter, diluer, travestir la réalité. Cette guerre de l'image est d'autant plus dangereuse qu'elle se mène avec des moyens puissants. Les agences, comme Crestview, disposent de contacts dans les médias, de budgets importants et de compétences techniques pour influencer l'opinion publique. Elles savent comment manipuler les algorithmes, orienter les discussions, noyer les critiques dans un flot de contenu positif. Elles savent aussi jouer sur les failles de la démocratie occidentale. Là où la liberté d'expression existe, elle peut être instrumentalisée au service de ceux qui l'étouffent chez eux. Ce paradoxe est glaçant. Pendant que les démocraties financent la propagande de régimes répressifs, les victimes de ces régimes n'ont souvent aucun espace pour se défendre. Les plateformes internationales, qui devraient être des lieux de débat, deviennent des vitrines aseptisées. Les universités, qui devraient former les leaders critiques, invitent des autocrates pour parler de leadership visionnaire. Et les ONG, qui devraient défendre les droits humains, se retrouvent parfois elles-mêmes complices, par ignorance ou par intérêt. La responsabilité des gouvernements occidentaux est ici flagrante. En acceptant que des firmes domiciliées sur leur territoire travaillent pour des dictatures, ils valident implicitement leur discours. En ne réagissant pas fermement aux preuves de crimes de guerre, ils laissent entendre que certains alliés stratégiques peuvent être au-dessus des lois. Et en refusant de sanctionner sévèrement ces pratiques, ils envoient un message clair. L'argent prime sur la morale. Dans le cas du Canada, l'affaire Crestview Strategy a provoqué une onde de choc dans les milieux diplomatiques. Comment un pays qui se targue d'être un défenseur des droits humains a-t-il pu tolérer qu'une entreprise nationale fasse la promotion d'un régime accusé d'alimenter un conflit sanglant chez un voisin? Comment expliquer que le silence ait duré aussi longtemps? Et pourquoi aucune enquête parlementaire n'a été ouverte pour tirer toutes les leçons de cette compromission? Il faut rappeler ici que le conflit dans l'est de la RDC n'est pas un simple affrontement localisé. Il s'agit d'une guerre régionale larvée, dont les racines remontent à l'après-génocide rwandais de 1994 et qui a été exploitée par Kigali pour étendre son influence, notamment sur les ressources minières congolaises. Le M23 n'est que la dernière incarnation d'une stratégie éprouvée. Instrumentaliser des groupes armés pour occuper des territoires, exploiter les mines et affaiblir l'État congolais tout en niant toute implication directe. Or, malgré les dizaines de rapports accablants des Nations Unies, des ONG et des journalistes indépendants, le Rwanda continue d'échapper à toute sanction sérieuse. Pourquoi? Parce que Paul Kagame a su construire des alliances solides dans les milieux d'affaires, politiques et académiques à travers le monde, parce qu'il bénéficie encore de l'image flatteuse d'un dirigeant moderne et efficace, et parce qu'il paie, littéralement, pour que cette image persiste. Des universités comme Harvard ou Oxford l'ont invité à donner des conférences. Des institutions comme le Forum économique mondial ont vanté ses réussites. Des médias prestigieux lui ont offert des tribunes sans contradiction. Tout cela pendant que son régime jetait en prison des étudiants, des mères de famille, des prêtres et même des membres de sa propre ethnie soupçonnés de désaccord. Le cas Crestview révèle à quel point cette machine de propagande
repose sur la complicité de ceux qui devraient, au contraire, défendre la vérité. Il ne s'agit pas seulement d'une question de morale, mais d'un enjeu stratégique pour l'Afrique et pour le monde. Car en blanchissant l'image de dictateurs comme Kagame, on contribue à perpétuer les conflits, à empêcher les transitions démocratiques et à décourager les citoyens courageux qui osent résister. Il est urgent que les opinions publiques occidentales s'emparent de ces questions, que les journalistes enquêtent, que les députés interpellent, que les citoyens exigent des comptes. Il faut mettre fin à cette hypocrisie institutionnalisée qui prétend défendre les droits humains tout en armant, finançant et promouvant ceux qui les violent. Il faut aussi donner la parole à ceux qui, depuis le terrain, dénoncent ces pratiques au péril de leur vie. Victoire Ingabire, malgré la prison et l'humiliation, continue de symboliser l'espoir d'un Rwanda libre. Samuel Baker-Biansi et Denise Zaneza, malgré les menaces, documentent la torture et les abus. Les combattants Wazalendo, en RDC, malgré le silence de la communauté internationale, défendent leur territoire contre une armée étrangère, soutenue par un dictateur au service d'intérêts néocoloniaux. À l'heure où les projecteurs sont braqués sur les conférences, les sommets et les accords diplomatiques, il est temps de tourner nos regards vers les coulisses. Là où se jouent les vraies batailles, celles de l'image, du récit, de la mémoire. Celles que Paul Kagame mène en costume 3 pièces avec le soutien de firmes comme Crestview Strategy. Celles que les peuples africains doivent gagner, non seulement sur le terrain, mais aussi dans l'arène de la vérité. Le cas Crestview n'est pas un accident, c'est un symptôme, celui d'un système global où l'argent achète le silence, où la communication remplace la justice et où la dictature se grime en modernité grâce à quelques signatures au bas d'un contrat. Mais la vérité, elle, finit toujours par surgir. Et ce jour-là, aucun slogan, aucune brochure, aucun tweet commandité ne pourra l'arrêter. Le plus troublant dans ce processus est qu'il ne repose pas uniquement sur des mensonges, mais sur une sélection habile des vérités. Oui, le Rwanda a réduit sa pauvreté. Oui, Kigali est propre et sûr. Oui, des infrastructures ont été construites. Mais à quel prix? À travers quels moyens? Et pour qui? Ces réussites apparentes deviennent des instruments de diversion, utilisés pour détourner l'attention de la brutalité qui sous-tend ce système. On vante la stabilité, mais on oublie de dire qu'elle est obtenue au prix du silence forcé, de la peur constante, de la surveillance généralisée et de l'absence totale d'alternance politique. Paul Kagame, stratège hors pair de l'image, a compris très tôt que l'Occident, lassé des régimes chaotiques africains et avide de bons élèves à promouvoir, serait séduit par un leadership autoritaire habillé d'un langage managérial. Il s'est entouré de conseillers en communication, a courtisé des fondations influentes et a su utiliser les traumatismes du génocide de 1994 comme un bouclier moral contre toute critique. Toute voix dissidente est ainsi aisément qualifiée de négationniste ou d'extrémiste, permettant au régime de justifier ses dérives sous couvert de lutte contre la haine. Ce piège s'est refermé sur nombre d'organisations et de personnalités occidentales qui, par ignorance ou calcul, ont servi de relais à cette stratégie. Des personnalités politiques canadiennes ont été invitées à Kigali, séduites par l'illusion d'un modèle africain de bonne gouvernance. Des journalistes ont produit des reportages complaisants, souvent encadrés par des équipes de communication du régime. Des multinationales ont investi dans des projets phares, flattés par la facilité apparente de faire des affaires dans un pays où la discipline règne en maître. En réalité, une absence totale de liberté d'expression syndicale ou citoyenne.
Le cas du M23 est sans doute l'exemple le plus flagrant de ce double discours. Pendant que les responsables rwandais martèlent dans les capitales occidentales qu'ils ne soutiennent pas les rebelles congolais, les rapports de l'ONU, des ONG et de journalistes d'investigation établissent clairement l'implication logistique, financière et militaire du Rwanda. Des armes livrées, des troupes infiltrées, des commandements coordonnés, rien n'échappe à l'œil des analystes sérieux. Mais cette vérité se heurte à un mur médiatique bien huilé, où les récits alternatifs sont marginalisés, discrédités ou noyés dans un brouhaha diplomatique. Et pendant ce temps, la population congolaise continue de payer le prix fort. Des milliers de morts, des femmes violées, des enfants traumatisés, des villages rasés et des millions de déplacés. Le conflit dans l'est de la RDC est un drame humain permanent, largement alimenté par des intérêts régionaux et internationaux, mais dont les responsabilités sont diluées dans un brouillard volontairement entretenu par les opérations de communication. Et c'est ici que le rôle de Crestview Strategy devient criminel par procuration. En contribuant à masquer la réalité, en réhabilitant l'image d'un bourreau, elle facilite la continuation des crimes. Il serait toutefois naïf de penser que Crestview est un cas isolé. Elle n'est que la pointe visible d'un iceberg plus large, celui d'un système global de blanchiment d'images au service des autocraties. De nombreuses autres agences en Europe, aux États-Unis, au Moyen-Orient, travaillent avec des régimes accusés de torture, de massacres, de persécution des minorités. Ces agences opèrent dans une zone grise du droit international, profitant du fait qu'aucune régulation n'encadre sérieusement le secteur des relations publiques politiques internationales. Ainsi, un dictateur peut s'offrir en toute légalité un storytelling sur mesure, diffuser des campagnes sur les réseaux sociaux, inviter des célébrités ou organiser des sommets internationaux pour faire oublier ses prisons, ses milices et ses morts. Ce business de l'image prospère sur le silence. Il prospère aussi sur l'oubli. Or, il est du devoir des sociétés civiles, au Canada, en France, en Belgique, en Allemagne, en Afrique du Sud, de refuser d'être complices. Car chaque fois qu'un gouvernement ferme les yeux sur les activités de ces agences, chaque fois qu'une entreprise accepte un contrat avec un régime oppressif, chaque fois qu'un média répète sans vérifier les éléments de langage d'un pouvoir, c'est un peu de notre humanité collective qui s'efface. Pour les Africains, qui vivent sous ces régimes, la trahison est d'autant plus amère qu'elle vient souvent de ceux-là même qui prétendent défendre les droits humains. Lorsque des intellectuels occidentaux justifient les dérives de Kagame en invoquant la stabilité ou le développement, ils reproduisent une forme de néocolonialisme intellectuel, celle qui considère que les Africains n'ont pas droit à la démocratie, à la pluralité, au débat, que seule une poigne de fer éclairée peut les sauver. Cette condescendance moderne est l'un des piliers du système Kagame. Mais la réalité finit toujours par percer. Aujourd'hui, la chute brutale de l'image de Crestview Strategy, la suspension des exportations canadiennes vers le Rwanda et le retrait des références à Kigali sur le site de la firme témoignent d'un changement de climat. Les langues se délient, les journalistes enquêtent, les citoyens s'informent. Et le régime rwandais, jusque-là protégé par une aura d'intouchabilité, commence à vaciller sur le terrain symbolique. Ce basculement est essentiel, car la guerre dans l'est de la RDC ne sera pas gagnée uniquement avec des armes. Elle le sera aussi par la reconquête de la vérité, par la mise à nu des mensonges, par la réhabilitation des voix que le régime a voulu faire taire, celles de Victoire Ingabire, de Diane Rwigara, de Deo Mushayidi, de Samuel Biansi et de tant d'autres Rwandais
qui aspirent à un avenir sans peur, sans censure, sans mensonge. C'est pourquoi cette affaire Crestview ne doit pas être oubliée. Elle doit servir de point de départ à une réflexion plus large sur le rôle des communications politiques internationales, sur l'éthique des relations publiques, sur la complicité des démocraties avec les dictatures. Il ne s'agit pas de punir pour punir, mais de poser des limites claires. Une firme qui aide un régime à dissimuler des crimes de guerre ne peut prétendre appartenir au monde libre. Un État qui tolère ce type de collaboration trahit les valeurs qu'il prétend défendre. Et enfin, c'est au peuple rwandais lui-même que revient la dernière parole. Car malgré la censure, malgré la peur, malgré la surveillance, une soif de liberté grandit. Elle s'exprime dans les murmures, dans les exils, dans les regards qui refusent de se soumettre. Elle se nourrit des silences imposés, des humiliations subies, des rêves brisés. Et cette soif, aucun contrat de relations publiques, aucun événement touristique, aucun hashtag sponsorisé ne pourra l'étouffer éternellement. L'histoire du Rwanda, comme celle de tous les peuples, ne s'écrira pas dans les couloirs de Crestview, ni dans les salons du pouvoir. Elle s'écrira dans les actes de résistance, dans les témoignages courageux, dans la mémoire des victimes et dans l'aspiration des survivants. Et ce jour-là, ceux qui auront menti, caché, détourné, devront répondre. Non pas devant un tribunal de communication, mais devant celui de la vérité. Car il y a des crimes que l'on peut maquiller, mais que l'on ne peut effacer.